Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Hamza Garnati et Louis Palacio, moi-même, seront vos co-hôtes pour vous accompagner dans cette nouvelle expérience sociale. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce troisième épisode, nous recevons Claire Bardin, cofondatrice de Boreali, cosmétique durable inspirée du fleuve Saint-Laurent. Nous discuterons de la place centrale du fleuve au Québec, le défi de se démarquer face à une compétition féroce et la clé de la résilience, même face aux dragons. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Claire de Boreali. Donc, merci Claire de t'être rejoint à nous. Ça me fait super plaisir, merci à vous. Merci Hamza aussi de me joindre. Ouais, et moi qui pensais que j'étais une boule d'énergie, je pense que Claire va prendre le relais aujourd'hui. Là. Je vais tâcher de faire peur à personne. Super, donc dans le fond, je vais faire un petit retour rapide sur le contenu de l'épisode, dans le fond. Donc, comme d'habitude, on commence avec une petite question mystérieuse que vous allez découvrir très bientôt. Le premier segment, Gagner son pain, où on va découvrir un petit peu qu'est-ce que tu fais, Claire, mais aussi qu'est-ce que Boreali fait, de quoi Boreali est composé, son ADN. Puis ensuite, le segment L'argent du beurre, où on va rentrer dans le cœur du sujet. Puis on va essayer de comprendre le lien entre ton entreprise et les valeurs québécoises, le lien entre l'entrepreneuriat québécois et les valeurs québécoises. Puis ensuite, du pain sur la planche, notre segment final où on va avoir une perspective d'avenir, voir un peu c'est quoi les plans de Boreali dans les prochaines années, mais aussi comment tu perçois l'entrepreneuriat québécois dans le futur. Donc, sans plus tarder, je crois que j'ai assez parlé. Donc, je vais laisser la parole à Claire pour que tu te présentes. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de pain es-tu? C'est une excellente question. Je suis spontanément un prêt-à-cuire. Sincèrement, je pense que je peux avoir l'air molle, mais qu'une fois que je suis au four, je suis imbattable. Donc, dès que je me mets au travail, il n'y a rien qui m'arrête. Donc, il faut juste un petit kick dans le cul, puis après, c'est bon, ça te réveille et t'es prêt à performer. Non, je dirais plutôt qu'on croirait que je suis soft, mais qu'une fois qu'on sait comment je fonctionne, je suis une machine de guerre. J'adore. Mais regarde, je pense dans la première section, maintenant qu'on rentre on aimerait savoir un peu justement Boreali en tant que tel, c'est quoi? Peux-tu présenter un peu justement la mission et les produits en fait qui est disponible dans la compagnie? Comment tu gagnes ton pain? Comment je gagne mon pain? Bien dit. Eh bien, je suis la fondatrice de Boreali, donc, qui est une marque de cosmétiques durables inspirée du fleuve Saint-Laurent. C'est une idée qu'on a eue en 2017 et qui a vu le jour en juin 2020. Donc, c'est tout frais sur le marché. C'est un croissant tout chaud. Et donc, Boreali, notre mission, c'est de révéler la beauté naturelle des femmes grâce au trésor du fleuve Saint-Laurent. On croit vraiment qu'aller chercher des ingrédients actifs au plus proche de chez nous et notamment dans un fleuve qui a des multiples ressources qui sont souvent sous-estimées, ça peut nous permettre de faire des produits pour la peau et nos clientes qui sont assez exceptionnels. Donc commercialisés depuis le mois de juin et 2 ans de travail en amont pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc on a commercialisé 3 produits pour commencer, une huile démaquillante, un sérum et une crème aux vertus antioxydantes des algues du fleuve. Wow! Et justement, c'était comment le démarrage à savoir, OK, parfait, on a un concept qui c'est avec le fleuve Saint-Laurent et après faire la conception du produit. Comment s'est passé vraiment le processus de démarrage en fait? Je me suis souvent sentie comme quelqu'un qui déblayait la marche à suivre devant, là, quand on levait plein de branches et qui faisait son chemin. Moi, j'ai gardé mon emploi quand même jusqu'à décembre 2019. Donc, pendant les 2 ans de pré-démarrage de Boreali, j'étais à l'emploi à côté. Je pense que ça nous a pris d'à la fois trouver les bons acteurs et en même temps de savoir, nous, dans quelle industrie on se plaçait désormais, puis d'y aller, en fait. Et on a trouvé tout de suite les bons acteurs. Les gens nous ont ouvert quand même facilement leur répertoire, leurs expertises. Et puis de fil en aiguille, on a tricoté ça tranquillement. Il y a des choses qu'on pensait évidentes, qu'on a appris. Puis il y a des choses qu'on pensait plus difficiles qui se sont avérées très simples. Donc oui, 2 ans et demi de travail, mais on a choisi des super collaborateurs et on a eu la chance d'avoir beaucoup de soutien autour de nous. Donc
franchement, c'était ça la clé, quoi. OK. Maintenant que tu es à fond dedans, comment tu vis la vie de start-up, les fins de mois plus difficiles, comment ça se passe? Ben moi j'aime ça, je pense que ça me change définitivement de ma vie à l'hôpital de 7h à 19h le soir. J'apprécie d'être maître de mes journées, j'apprécie de décider que si on change quelque chose l'heure d'après, j'en vois déjà les effets. Moi j'étais quand même dans un milieu public où quand tu prends des décisions, ça met 10 ans avant d'en voir quelque chose des fois qui change, donc ça c'était assez incroyable. Puis le quotidien je le vis bien, j'ai des apprentissages quand même, mais j'apprécie de faire mon lavage des fois à 10h le matin entre 2 meetings vidéo, mais faut sortir de la maison quand même. Faut continuer de voir des gens, faut s'impliquer parce que sinon je trouve que la solitude de l'entrepreneur, on m'en avait beaucoup parlé et je croyais que je le ressentirais pas et c'est pas vrai que tu la ressens pas, surtout après tout ce qu'on vient de vivre. Là, on a tous été chez nous et moi de perdre le contact humain, ça m'a coûté quelques points de vie. Donc tu sais, ça va bien, je m'en suis remise et je suis contente d'être là aujourd'hui, mais c'est ça, c'est le plus dur peut-être, parce que l'entrepreneur décide quand même tout seul, même si j'ai des super équipes conseils autour de moi pour différentes dimensions. J'ai mon conjoint avec moi et c'est parfait, mais ça reste que je sens que j'ai une responsabilité que je n'avais pas nécessairement avant. Donc ça a son pour et ses contre. Ouais, puis c'est ça. Et un truc à savoir pour le Boreali, c'est que c'est pas seulement l'entreprise de Claire, mais c'était aussi en partenariat avec ton conjoint. Ouais. Donc, c'est justement, c'est ce qui est très intéressant, c'est la dynamique. Parce que souvent, on a peur à savoir, faire affaire avec quelqu'un que j'aime, ou ça fait un peu peur d'habitude. Mais on peut voir, pour ton cas, ça marche très bien avec ton conjoint Mathieu. Donc, justement, explique-moi un peu la dynamique sur comment ça se passe, de la création aux petits pépins, et etc. Ben nous, je sais pas si on est chanceux ou si on s'est extrêmement bien trouvé, mais en fait, on y allait avec qui on était en tant qu'humain pour se répartir les tâches de l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis quelqu'un qui pense dans 10 ans et Mathieu est plus terre à terre au quotidien. Donc ça, déjà, définitivement, on avait trouvé ce sur quoi on travaillerait. Mathieu gère plus les opérations, le laboratoire, la comptabilité, les suivis, le shipping, etc. Moi, je suis le développement d'affaires, le marketing, la stratégie. Ça va franchement, ça va très bien. Longtemps, on a justement nourri le « faudrait que, comme on est un couple, faudrait qu'on arrête d'en parler. Faudrait qu'à 20h le soir, on n'en parle plus. » Et en fait, on a déconstruit récemment le « faudrait que », parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Si en tant que couple, on est très confortable d'en parler matin, midi, soir, puis qu'on saoule personne sauf nous-mêmes avec ça, ben écoute, la vie est belle. Fait on a déconstruit le « faudrait », puis il faudrait des règles, puis il faudrait des limites, puis il faudrait... Bah non, nous, on s'en est pas mis, et on les lâche, et depuis, en fait, ça va encore mieux, parce qu'il n'y a plus de pression. Là. Si t'as une bonne idée de génie à 23h, s'il te plaît, attends pas l'heure ouvrable prochaine pour m'en parler. Shoot. Ouais, c'est pas mal comme ça, mais ça va super bien. Et encore une fois, quand on tombe sur les bonnes personnes, ben... il faut pas trop se poser de questions. C'est parfois parce qu'on s'en pose trop que ça se passe pas. Hein. Vous êtes quand même assez complémentaires. Tu as un peu hit le jackpot là-dessus. Tu dirais à quel point c'est important d'avoir un partenaire qui vient vraiment compléter ce que tu n'as pas nécessairement, comme justement l'aspect tactique. Ouais. Par exemple, tu as l'aspect stratégique, tu vois vraiment au long terme, mais avoir quelqu'un qui est capable de voir l'aspect plus tactique sur le moment, ça doit faire une énorme différence dans votre productivité. Ah ouais, c'est incroyable et je pense que le secret, j'apprendrai rien aux gens qui sont concernés en écoutant le podcast, mais c'est de lâcher prise sur ce que tu as dit qui était à l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne me mêle pas de ce que j'ai dit qui était à Mathieu de faire parce que sinon je lâche pas, puis du coup je fais pas, et du coup on se truste pas. Mathieu ne fait pas de stratégie si c'est mon rôle. Mathieu ne fait pas de marketing, et moi je ne fais pas de compta, et je ne fais pas de suivi fournisseur, parce que... Et ça vraiment, c'est, je pense, de l'éclaircir dès le début. Ouais. Puis c'est la clé. Puis on a signé une convention d'actionnaire en bonne et due forme, avec toutes les modalités potentielles de s'il y en a un qui meurt ou si on s'entend plus. Okay. Mais on m'avait souvent répété qu'il faut le faire quand tout va bien. J'avais quand même tapé du bois. Ouais, du singe et tout ça, mais tout le monde m'avait dit fais-le quand ça va bien, et je pense définitivement posons-nous les questions qui fâchent quand ça va bien, parce que franchement c'est du bonbon, ça a l'air d'être cool. Non, mais c'est vrai, je pense que même, c'est aussi pour notre dynamique à nous deux, je pense que le fait qu'on s'est défini un peu, genre, OK, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est surtout être transparent l'un à l'autre. Et quand tu dis dès le début, quand tout va bien, ça permet que par la suite, quand ça va un peu moins bien, c'est plus facile parce qu'on sait c'est quoi les attentes de l'autre personne. Et c'est très intéressant le fait que tu en as mentionné. Puis je pense que c'est pour ça aussi pourquoi Boreali connaît une croissance aussi importante, aussi rapidement. Parce que c'est sûr et certain que dans le peu de temps que vous existez, vous avez
comme une présence très accrue, notamment dans les médias. Donc, je pense notamment à un récent article avec le Journal de Montréal, avec les affaires, si je ne me trompe pas. Donc, justement, comment s'est passé un peu cette nouvelle vague médiatique que vous connaissez en ce moment? C'est surréaliste, hein, parce que tu nourris un projet pendant 2 ans et demi et là, tu fais une page complète du Journal de Montréal. Bon, bah, tu la prends en photo puis tu l'envoies à toute ta famille parce que tu ne crois pas toi-même. Mais sinon, ça s'est pas arrivé pour rien. Et moi, souvent, on nous dit qu'on est chanceux et je rétorque que non, on a travaillé pour ça, on a fait des choix d'entrepreneurs pour ça. On a choisi d'investir du budget là où on pensait que c'était nécessaire. Allô, je suis dans les cosmétiques. Si je ne mets pas du budget au bon endroit, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau, là. Donc, faut que j'existe. J'ai pas fait tout ça pour que ça ne vibre pas. Donc, on a choisi d'investir des montants parfois conséquents dans certaines stratégies, y compris les PR. Puis, on en est super content. On est une super équipe. Encore là, on a partagé nos valeurs dès le début. J'ai dit, moi, vous me ferez pas faire X ou Y chose qui ne me convient pas parce qu'il faudrait. Arrêtons de dire faudrait, allons-y avec ce que l'entrepreneur il veut derrière. Et mon équipe m'a suivi, m'a fait des super suggestions. Et on a été chanceux parce que tous les journalistes ont répondu quand même pas mal présents pour ceux qu'on a sollicités. Donc c'est très valorisant parce que je pense qu'on arrivait en plus à un moment où les gens voulaient parler d'entrepreneuriat local et comment ça tu te lances en pleine pandémie et comment ça toi tu fais un truc avec le fleuve puis comment... Et du coup, ben oui, ça cotait Covid, mais mon ambition, elle était déjà là il y a 2 ans. Fait que ça a juste été un coup de poker pour le coup, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, ça nous sert super bien. Justement, pandémie, argent, marketing, c'était quoi votre défi dans le lancement, là, les trucs qui ont été plus difficiles à surmonter, là? Je te dirais que là encore, on a bien travaillé. On a eu quand même certains courts-circuits, notamment le passage au dragon qui nous a aidé à partir la machine quand même. Mais le plus dur, moi, c'est d'attendre que les graines germent. Puis ça, c'est ma difficulté personnelle. Il faut être très patient en tant qu'entrepreneur. Oh yes. Et je suis plutôt un tempérament de feu, donc la patience et regarder l'eau qui coule, moi j'ai un peu du mal. Donc ça, c'est mon défi marketing. Fallait quand même placer les bons moments. Je pense que les médias ont été submergés aussi par... les mouvements de protestation pour le racisme, toutes sortes de choses. Et là, tu dis, OK, mais moi, comment j'essaye d'exister à travers ça? Et en fait, c'est en acceptant d'attendre ton heure, je pense, que ça a résonné beaucoup plus. Puis là, on s'apprête à faire une belle rentrée septembre. Donc, le défi, c'était plus pour moi que... Puis mon équipe, c'était son travail de bien nous positionner au bon moment, sans avoir l'air un peu trop intense de... Ça prendrait que tu parles de Boréali. Là. Non, c'est comme quand vous pourrez, quand vous voudrez. Puis souplesse, ajustement, c'était le mot d'ordre. Mais prenons l'opportunité d'être dans ce podcast pour parler de Boréali. Et justement, je pense qu'on va rentrer dans ce segment maintenant, l'argent du beurre, en fait. Que dans ce segment, justement, puisqu'on attache justement les valeurs québécoises avec ton entreprise, maintenant, le produit en tant que tel, c'est un énorme attachement avec le fleuve Saint-Laurent. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans une perspective que soit le cosmétique et le fleuve, on ne pense pas à un lien direct d'habitude. Mais le fait que vous avez été capable de le faire, comment était un peu le processus pour toi et pour ton conjoint à dire, OK, tu sais quoi, on va faire une compagnie sur le fleuve Saint-Laurent, et pas seulement d'être à Montréal, mais aussi d'être présent dans la province du Québec aussi. Je suis quand même en Rimouski, ce que je peux en témoigner. Ok, là, ça va être une réponse de fille, mais c'est une histoire d'amour à la base. Désolée. On a voyagé, on a eu la chance de vivre une opportunité, une fin de semaine au milieu du fleuve, en fait, en septembre 2017. Donc, on a été gardien de phare. Fait que, c'est vraiment, ils te lâchent sur une île avec un phare et tu dors dans le phare et tu vis cette expérience-là. Et moi, c'est venu contraster avec le week-end d'avant. J'étais avec ma petite sœur à New York, société de consommation x1000, et je pense que j'ai eu une expérience traumatisante de Times Square. Et là, je me retrouve 7 jours plus tard là-dessus. Je me dis, déjà, ça me rejoint plus. Puis après, je me suis pris le fleuve vraiment dans la face parce que c'était fin septembre l'année dernière, il y a 3 ans. Donc, tu sais, le climat c'était pas super. On était au large de Rivière-du-Loup. Fait que, il faisait déjà froid, il pleuvait et tout. Et en fait, je me suis dit, mais voyons, mais il est là, tu sais, il est là le fleuve, et qu'est-ce qu'on en fait? Et comme j'ai la chance donc d'être en couple et en affaires avec un Canadien québécois, je lui dis, mais toi, si je te dis fleuve Saint-Laurent, tu me dis quoi? Puis il n'y a rien qui sort, quoi, à ce moment-là. Il me dit, c'est le fleuve, quoi. Oui, d'accord, mais encore, parce qu'il y a quand même une puissance, là, je sais pas, il est présent, il fait, il a dessiné la population québécoise, il nourrit, c'est un port, c'est...
Et donc là, on a rencontré un océanographe belge. Pour la petite histoire, on a retrouvé cet homme-là, genre le mois dernier, Oh, wow. qu'on a pu remercier parce que c'est con, mais il m'a vraiment dit la phrase, on était à marée basse, puis lui, il triturait des algues à marée basse, puis il dit, de toute façon, vous avez un trésor et vous ne savez pas quoi en faire. Et là, moi, je pense que deux fils se sont touchés et j'ai dit, mais oui, mais monsieur, vous avez raison. Et c'est ça, je pense que moi, j'ai appris à l'aimer parce qu'il est partout, mais il est nulle part en même temps. Et je trouve ça dommage qu'une aussi belle ressource naturelle, on n'en prenne pas soin. L'idée, c'est pas de l'exploiter pour nous, c'est de la mettre en valeur à travers ce qu'elle nous offre, la nature. Et les algues, il y en a à profusion, fait que je me sens pas mal et je me sens pas éco-responsable de les mettre dans mes produits. Là. Justement, se sentir mal, je crois qu'on t'a dit que tu devais avoir du culot d'avoir, en tant que Française, se t'approprier le fleuve Saint-Laurent. Comment tu vis ça là, quand on te dit wow? Je rigole parce que oui, je pense qu'effectivement, j'en ai un peu eu quand même. Au moins là-dessus, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est nickel. Mais en même temps, je dis, ouais, mais désolé les gars, mais qu'est-ce que vous faisiez? C'est facile à dire, de me dire, là, c'est une Française qui le fait. Ouais, mais d'accord, mais il y en avait un de vous deux, là, j'ai volé l'idée à quelqu'un? Non, personne? Bon, voilà. La cosmétique marine, ça existe déjà en France aussi, fait que peut-être que mon oreille de consommatrice était déjà sensibilisée au fait d'exploiter la mer pour faire des soins de beauté. Mais là, c'était... je me sens mal le temps de le dire, mais en fait, plus ça va, moins je me sens mal, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent aussi pour me dire merci. De waouh, vous transmettez le fleuve comme on le connaît nous, et pas seulement comme des ponts à traverser entre Montréal et la rive sud, fait que... Je me sens privilégiée, en fait, mais je suis la seule Française de pas mal toutes mes équipes, je tiens à le préciser. Donc, on a quand même un gros foyer québécois autour de nous. Mais justement, tu viens de où en France, par curiosité? Moi, je viens de la Franche-Comté, donc qui est une petite région entre la Bourgogne et l'Alsace. Donc, on y fait du très bon fromage et frontalière avec la Suisse. Mais justement, le processus d'immigrer au Québec et justement de faire affaire au Québec, etc. Et surtout, c'est certain qu'ayant une éducation française, tu as un regard sur les affaires différent parce qu'il y a un choc culturel. Et quelles ont été tes premières observations de la scène des affaires entrepreneuriales québécoises comparée à la scène entrepreneuriale française? Alors, moi, j'ai immigré il y a 5 ans bientôt et j'avais pas du tout un parcours entrepreneurial en France. Donc, c'est sûr que j'ai eu j'étais neutre, j'étais pas teintée de la culture entrepreneuriale française du coup parce que j'étais pas entrepreneur dans ce pays-là. Mais je me suis aperçue que c'était facile. En fait, le premier mot qui m'est venu, c'est non, c'est pas facile de porter un projet, mais est-ce que c'est facile de trouver les ressources qui vont t'aider? Au Québec, je pense que la réponse est oui quand même, et tu peux pas dire que tu es tout seul pour monter ton projet. Et je sais que c'est beaucoup moins de paperasse, c'est beaucoup plus de... T'as une bonne idée? Fonce. Il y a quand même une culture nord-américaine ici qui résonne plus, même si je sais que le Québec est quand même... et le Québec, là, on n'est pas en Amérique, là, mais ça reste que c'est quand même teinté, qu'on le veuille ou non. Et en France, t'as une idée, oui, mais ça dépend. T'as des factures à payer, t'as des enfants, t'as une autre idée peut-être, parce que ce serait bien que tu dormes dessus puis que tu y penses à 4 fois. Alors qu'ici, je l'ai dit une fois, puis on m'a dit, pourquoi tu le ferais pas? Et ça c'est challengeant parce qu'en fait, tu t'assois le soir dans ton lit puis tu te dis, mais ils ont raison, pourquoi finalement je ne le ferais pas? Et j'avais pas la réponse à ça. Donc de fil en aiguille, ça a déboulé, quoi. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, aussi rapide. Ouais, mais crée-le, soit spontané, soit impulsif. Vas-y avec ton idée, vas-y et mets-toi à risque. Et ça, je pense que personnellement, on voit vraiment un shift dans la mentalité québécoise, tout en ce moment. Mais c'est aussi très intéressant qu'on le dit ça à des immigrés, comme viens chez nous. Soit une membre active de la scène québécoise, soit... Moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Il y a une ouverture d'esprit, je crois, au Québec, que comme on voit très bien dans cet exemple-là, puis une volonté de pousser les gens qui arrivent ici, qui ont choisi le Québec à s'accomplir, puis à créer de la valeur pour ici aussi, tu sais, j'ai jamais... Non, franchement, je me suis sentie soutenue. J'ai trouvé que les gens, si eux pouvaient pas répondre à ma question, ils allaient me trouver la personne qui allait répondre à ma question. Alors après, oui, ça prend un peu d'audace, des fois, d'approcher les bonnes personnes, de dire Serge Beauchemin, j'aimerais vous parler. Tu sais, wow, puis t'as une chance qu'ils te disent non, mais sitôt que t'as compris qu'au pire, il se passe rien, qu'est-ce que t'as à perdre? Et moi, j'étais un peu dans un état d'esprit de j'ai quitté mon pays. Je pense que je vais être capable quand même de me bouger. Donc, ça m'a beaucoup servi aussi d'être une immigrée
ça m'a donné une force que je pense que j'aurais pas eu si j'étais restée en France. Faut que je pose la question, avec toute cette proximité avec le fleuve Saint-Laurent, à quel point tu es impliquée, j'imagine que tu dois te sentir de plus en plus québécoise. Est-ce que tu dirais que tu sens cette transition-là, tu sens que tu es en train de devenir partie intégrale du Québec? Mais déjà, par observation, on sent que les expressions, le là, à la fin, ça commence à arriver, quoi. Excusez. Mais quand même, ça fait 5 ans que je suis là, les gars, j'ai de la bouteille. Oui, en fait, ça fait déjà, je pense, 3 ans que quand je rentre en France et qu'on est dans l'avion retour, je dis à mes parents, je rentre chez moi. Et la première fois que je l'ai sorti, les parents sont comme « Ah ouais, c'est pas ici. » Mais non, je rentre chez vous quand je rentre en France et je rentre chez moi quand je rentre à Montréal. Donc oui, moi, j'ai eu la chance en plus d'intégrer, à l'hôpital, j'ai travaillé avec des gens québécois qui m'ont intégré complètement. Enfin, je suis pas tant restée avec des Français quand je suis arrivée. J'en ai des amis français ici et je les aime d'amour, mais je suis très fière de pouvoir m'être intégrée, mais c'est parce que je l'ai bien voulu aussi, donc sortons là, puis j'habite pas sur le plateau. C'est le stéréotype est terminé. C'est rare qu'on entend ça. mais justement, est-ce que à travers tes interactions avec tes amis français, est-ce que parfois tu sens qu'il y a certains exemples français qui ont une difficulté à s'intégrer plus que d'autres? Parce que c'est sûr qu'on a les fameux stéréotypes français du plateau qui s'approprient un peu la France dans le quartier, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de Français qui font des efforts à s'intégrer à la culture québécoise, mais qui n'ont pas la même reconnaissance, parce que, évidemment, l'accent, c'est beaucoup de Québécois qui ont une mauvaise perception par rapport à cela. Donc, est-ce que tu as déjà eu cette conversation-là avec des amis qui sont « Ah, mais tu pourrais t'intégrer un peu plus, qu'est-ce que tu en penses, etc. » J'ai jamais suggéré à un ami de s'intégrer. Par contre, là où je ressens ce que tu mentionnes, c'est quand j'ai des amis qui rentrent en France, définitivement. Parce que là, quand toi, tes amis rentrent, parce qu'ils te disent « Ah, mais je suis proche de ma famille », t'as envie de leur dire « C'est pas parce que moi, je suis pas proche de ma famille, parce que je reste, hein, tu sais. » Donc tu essayes de comprendre le pourquoi toi, tu ne ressens pas le besoin de rentrer. Et en fait, tu comprends que souvent, c'est quand même des couples qui sont arrivés de France ensemble, qui vivent leur truc. Et du coup, il y en a toujours un des deux qui est un peu plus tiraillé dans le « tu sais, ça me prend mes racines ». Moi, non, j'ai trouvé mon conjoint ici. Donc, puis avec les moyens de communication, franchement, je rentrerai pas demain matin. Donc, non, j'ai jamais suggéré tu devrais t'intégrer un peu plus. Mais je sais que je suis quand même privilégiée de vivre des moments québécois parce que à la fête des pères, on a un souper, parce qu'à la fête des mères, on a un souper, parce que dans la famille de mon chum, c'est ça que ça prend, quoi. Donc, à Noël, je suis pas toute seule, tu sais. Alors, je comprends que pour certains qui n'ont pas la famille à Noël, ça peut être comme plus dur, puis tu te poses des questions au fur et à mesure, mais la plupart je pense que tu attires qui tu es aussi, hein, et je pense que mes amis autour de moi sont quand même plutôt bien intégrés parce qu'en fait, on aime le Québec et qu'on est très bien ici, quoi. Donc, pour le moment, il n'est pas question de rentrer. On parlait de choc culturel tantôt, mais la France est quand même proche du Québec, puis on dit souvent aussi même que on est plus proche, par exemple, de la France par la francophonie, certains aspects de la culture, notre appréciation de la vie, des bons fromages, des choses comme ça. Même si on est juste à côté d'une province qui est l'Ontario, on va vraiment plus se reconnaître dans les gens qui sont en France, dans la France qui est de l'autre bord d'un océan au complet. Est-ce que tu le vois, ça? Tu le ressens un petit peu? La proximité quand même. Ouais, complètement. J'ai pas l'impression des fois qu'il y a un océan qui nous sépare parce qu'il y a plein de choses qui sont... Puis de plus en plus, hein, je trouve que... je sais pas si depuis les dernières années, il y a un accroissement ou pas, mais de français, de façon de faire, de même dans les produits alimentaires, à l'épicerie, je retrouve des trucs il y a 5 ans quand je suis arrivée. J'étais comme, oh merde, je fais comment si j'ai pas ça pour ma recette? Et aujourd'hui, ça va bien. Donc oui, je pense que naturellement, même les Québécois sont fiers de dire qu'ils sont allés à Paris, puis que... Ah oui, d'accord, mais génial. Puis, moi, j'adore leur montrer qu'il n'y a pas que Paris, surtout que je viens d'un petit coin. Donc oui, je pense qu'il y a un attachement de partage. Puis, j'ai toujours été bien reçue. Les gens veulent savoir et comprendre ton terroir. En fait, il y a un attachement à la terre, aux valeurs. Et ça, c'est un bon lien entre les Français et les Québécois, c'est clair. Et moi, quelque chose d'une expérience personnelle... Moi, j'ai vécu en France pendant 6 mois et quelque chose qui m'a énormément surpris. Je pensais au début, tu vois, le stéréotype, les Français regardent les Québécois de haut. Oh, le petit accent à la Céline, quoi, et voilà. Mais finalement, non. C'est que ça m'a surpris qu'il y a un énorme intérêt de la part des Français vers la culture montréalaise, la culture québécoise, voir comment on est chaleureux, la proximité. Et à chaque fois, ils me demandent juste la même question, comment je peux faire mes papiers pour venir immigrer? Et ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que
même une proximité à l'autre égard. Et je ne sais pas si c'est, exemple, l'excellent travail que la délégation du Québec font à Paris, ou le CCI, ou quoi que ce soit qu'ils font. Mais je pense que, oui, la francophonie, mais c'est plus même une proximité dans la mentalité. Parce que la mentalité française évolue, je pense, à mon avis, de plus en plus. Autant que la culture québécoise, ça évolue. Donc, qu'est-ce que l'avenir réserve? On ne sait pas, mais je pense que c'est quand même une question qu'on pourra toucher ça pour l'avenir. Ouais, c'est un bon point. Puis je pense que oui, le Québec est tendance en France, mais c'est aussi parce que nos sociétés ne fonctionnent pas pareil, où on se sent plus libre un peu en étant ici. Et je pense que de par le savoir-vivre ensemble, il y a quand même, la France est quand même teintée de racisme malheureusement, puis d'extrême position politique, et on rentrera pas là-dedans, qu'on retrouve potentiellement moins ici quand même. Et Montréal est multiculturel, et la France, ça lui prendrait une bonne dose de savoir-vivre avec plusieurs peuples. Je le ramène, aparté personnel. Je le ramène au Québec un moment. On l'a touché un petit peu, on a parlé de Rimouski, mais il y a aussi des initiatives avec Boucherville et d'autres villes. Genre, tu as fait le tour du Québec, là, tu travailles avec des gens de régions complètement différentes du Québec. Comment tu vois cette opportunité-là, puis comment tu perçois les différences, tu sais, tout le Québec en entier? Ouais, c'est un bon point. Moi, j'adore aller rencontrer les gens. Je trouve ça juste génial. Et je pense qu'en région, on sous-estime l'impact qu'on peut avoir en région. Souvent, on est installé à Montréal ou dans les gros centres urbains au Québec, et on s'en arrêterait là. Mais d'un point de vue entrepreneurial, déjà, c'est une occasion en or, parce que les gens sont très curieux de découvrir des choses, sont très touchés qu'on se déplace vers eux aussi, leur présenter des affaires, qu'on dise que non, toi ça vaut la peine que je me déplace, puis que je vienne, puis viens voir toi ce que tu fais, puis qu'on s'intéresse à eux. Moi, j'ai un amour pour les régions qui est sans nom. Bas-Saint-Laurent, je suis vendue depuis déjà 4 ans, mais là j'ai découvert la Côte-Nord cet été et je m'en remets toujours pas, donc je pense qu'il y a une force qu'il faut. J'encourage en fait les gens à repenser leur modèle d'affaires en se disant mais attends, tout n'est pas dans Montréal. Montréal, c'est parfois saturé. Mais sors un peu, là, puis va prendre des idées d'ailleurs, puis va écouter les besoins d'ailleurs aussi. Parce que quand les gens te disent tu sais, moi, impossible de trouver une bonne marque qui s'installe dans ma pharmacie à Bécomo. Ok, mais j'arrive moi parce que ça m'allume une lumière de il y a peut-être un besoin à Bécomo. Donc je pense que les gens sont très fiers en région, à Montréal aussi, mais ils appartiennent plus à leur endroit. Et du coup, quand tu prends soin de leur lieu ou de leurs ressources naturelles, c'est incroyable. Donc la région, moi, je les trouve fascinants. J'ai beaucoup appris à leur côté et je me souhaite que ça continue, parce qu'ils ont une autre lecture. Alors oui, le Montréalais, il y a toujours des bonnes jokes entre région et Montréal, mais t'es capable de passer outre et ça va bien. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là, ils m'ont appris énormément. Puis tu sais, il y a des vrais entrepreneurs en région, là. Je dis pas qu'à Montréal, on est des faux, mais peut-être des gens qui se sont passés des entreprises de père en fils, qui ont travaillé à la sueur de leur front, qui sont pas dans du marketing devant un ordinateur ou quoi, tu sais, le sens du travail, dans le sens noble du terme, il y en a beaucoup. Et moi, ces gens-là me fascinent parce qu'en fait, ils savent faire un métier. Que moi, je suis entrepreneur, mais je bats pas du fer ou je vais pas à la mine, quoi. Et les gens le font là-bas, donc on a beaucoup à apprendre d'eux. Je veux pas, ils portent un peu la flamme entrepreneuriale, même si, tu sais, pendant longtemps, il y avait né pour un petit pain qui était comme un peu la mentalité. Il y a toujours eu, comme tu disais, ces entrepreneurs-là, particulièrement en région, qui passaient de génération en génération leurs entreprises, puis qui ont continué de travailler dans leurs entreprises pendant que peut-être... justement, à Montréal ou dans les grandes villes comme Québec, avec l'industrialisation, on s'est rangé derrière le rôle plus d'employés, mais en région, ça a continué, là, ça continue. Ils créent leur richesse, là, ils ont besoin, parce qu'il n'y a pas tout non plus comme à Montréal, on trouve de tout, mais pas forcément en région, donc créons ce qu'on n'a pas, en fait, c'est un peu ça. Là. Je suis d'accord, et je pense qu'aussi un enjeu de l'entrepreneuriat québécois, même si on est en pleine croissance, c'est qu'il y a beaucoup de reconnaissance vers les entrepreneurs montréalais, parce qu'évidemment, ils ont toutes les ressources pour se mettre de l'avant, mais sans les entrepreneurs à Rimouski, sans les entrepreneurs à Bécomo, sans les entrepreneurs à Shawinigan ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas d'entrepreneuriat, il n'y aurait même pas d'économie au Québec. Et ça, c'est un petit côté publicité que je fais. Mais pour tout entrepreneur dans les régions qui va avoir plus de visibilité avec le podcast, contactez-nous. Avec grand plaisir, vous aurez la chance d'être, comme Claire, d'être invité avec nous. Vous serez bien reçus. On a beau être de Montréal, mais je crois qu'on réalise, puis même de plus en plus, je crois, à travers le podcast, à quel point c'est important l'unité qu'on a au Québec, mais qu'on peut aussi développer. Là. Les entrepreneurs, même d'ici, ont à gagner à collaborer plus avec ceux des régions, là, je pense. C'est clair.
Soyons unis. C'est- Soyons unis. c'est Donc, inclus. là, un autre segment de Cette l'argent. section. De cette section, merci. Merci pour la correction. C'est évidemment, on va pas se le cacher, Borealis, c'est une entreprise magnifique, mais dans une industrie très compétitive, avec les L'Oréal de ce monde, etc. Donc, dis-moi un peu comment ça s'est passé, justement, à dire, tu sais quoi, on prend le risque, même si on a des grandes chances de faire bouffer, on va quand même y aller et on va essayer de mettre notre marque dans cette industrie très compétitive, quoi. Il y a deux choses, moi, qui me viennent à l'esprit quand tu me poses la question. La première, c'est que si tu veux, si les règles ne te conviennent pas, change-les. Je l'ai lu une fois et je pense que cette phrase m'a... J'ai dit, ok, elle est faite pour moi, je vais la garder. Et la deuxième chose, c'est quand t'es dans une industrie aussi grosse que les cosmétiques, t'as meilleur temps d'être dans l'industrie pour essayer de bouger les lignes par l'intérieur que de te plaindre à l'extérieur. Parce que je m'apercevais que les choix de consommateurs ne suffisaient pas, aussi parce que l'offre de beauté responsable que moi je pense et que je souhaite que Boreali incarne n'était pas suffisamment présente. Donc, pendant mon plan d'affaires, l'école des entrepreneurs à Montréal m'avait dit, bah, tu sais, ça serait le fun que tu appelles des concurrents, puis que tu vois... Et il y en avait certains qui avaient joué le jeu, puis qui m'avaient répondu présent, et dont un m'avait dit, mais si t'es jamais passé chez L'Oréal, ça marchera jamais. Et là, je me suis aperçue, en fait, cet homme-là, je lui dis merci, parce qu'il m'a enragé l'intérieur de... On va se recroiser, je vais te dire que t'as pas raison, et au-delà de mon orgueil, je vais simplement te dire que maintenant, les gens achètent pour des valeurs et achètent avec le cœur plus que jamais, je crois, même si on va avoir un essor probablement dans les prochaines années. Mais on n'achète plus parce que ton packaging, il est vert, puis tu as mis une petite feuille, puis tu dis que tu es éco-responsable. En tout cas, j'espère. Un peu moins. Donc, la compétition, il y en a, mais c'est pas vrai qu'il y en avait avec le Fleuve Saint-Laurent. On est les premiers à faire ça. Puis c'est pas vrai qu'il y en avait sur de la beauté un peu plus globale. Là, un peu moins de consommation aussi. Parce qu'une industrie qui consomme beaucoup, c'est aussi les produits de beauté et puis la cosmétique. Donc, de faire le choix d'y aller à reculons, bah, c'est plus dur parce qu'on est certain à ouvrir la voie, mais c'est faisable. C'est comme quand tu tournes dans un sauna plein de fois, là, puis qu'après tu vas dans l'autre sens. Bah, t'es à contre-courant complètement, puis t'as du mal à avancer, mais ça finit par te suivre. Donc, J'ouvre une parenthèse, même si ça n'est pas tant vu que c'est relié à la compétition, mais tu m'as parlé de valeur. Dans le fond, tu parlais de valeur. Je pense que ça résonne beaucoup avec moi, là, avec Machiavel et tout, puis ma mission qui est réaliser votre raison d'être. Mais s'il y a une entreprise que j'ai remarqué qui était vraiment bien alignée avec ses valeurs, puis qui les connaît bien, puis qui les assume bien, c'est Boreali, parce que je l'ai vu en présentation il n'y a pas si longtemps. Donc, si tu peux me parler un peu de les valeurs de ton entreprise, mais à quel point c'est important pour toi pour te démarquer, là. Merci. Déjà, je pense que Boreali, on a choisi des valeurs on n'a pas réinventé l'eau chaude, mais on a choisi de les incarner vraiment. Donc, on a dit qu'on était humains. Nous, être humain, c'est être avec l'humain, donc aussi bien dans les choix de nos collaborateurs qu'envers nos clients, qu'envers nous-mêmes. Égale être présent, être disponible et vraiment donner les moyens aux gens de se dire, ben oui, je te vends des pots de crème, mais ta beauté, elle est ailleurs, puis prendre soin des gens autrement que juste en leur vendant des produits de beauté. Donc ça, moi, ça m'interpelle beaucoup. Je pense qu'on est actuel aussi, parce que actuel, ben, c'est vivre avec son temps et c'est s'ajuster un dimanche soir pour un lundi matin. C'est laisser la place à des mouvements de protestation, parce que même si c'est ton lancement, ben, il me semble que la planète entière a envie de crier plutôt son indignation. Donc, tu sais quoi, Boreali, elle attendra quelques jours, quelques semaines. Donc, je pense que c'est d'être connecté à tous ces enjeux-là aussi. Elle est responsable, mais pas juste éco-responsable. Hein. On se sent que si moi j'ai choisi d'être une entrepreneur, c'est aussi pour porter un message plus haut que celui que personnellement Pour moi, l'entreprise, c'est un moyen, c'est mon train. Donc, toute seule, ben oui, j'aurais porté mon message, puis j'aurais changé les habitudes à la maison. Mais l'idée, c'est d'incarner, puis de pouvoir lier une communauté qui, après, va elle aussi prendre changement, puis juste réaliser que, finalement, peut-être que ça, je pourrais le revoir, ou ça, je pourrais peut-être arrêter de le consommer. Mais tout en étant ce que ce soit, que les gens choisissent le moment pour le faire. Je ne suis pas prescriptive, je veux juste sensibiliser aux choses, puis je suis locale fois 1000, quoi. Là, je peux difficilement faire plus local qu'en travaillant avec le Fleuve Saint-Laurent, mais en même temps, avec les entreprises avec lesquelles on a choisi de travailler aussi. On est à Montréal, on est à Boucherville, on est à Rimouski.
J'ai pris les meilleurs de tous ces coins-là, puis ça fait germer Boreali. Donc, je suis un super chef d'orchestre. C'est ça pas mal pour moi, l'entrepreneuriat. Mais mes valeurs, c'est ma boussole. Et si on ne respecte pas ce qu'on s'était dit qu'on donnerait, je sais, c'est plate à dire, mais je ne vais pas y aller ou je ne vais pas dire oui à cette personne-là. Ou je vais payer plus cher. Parce qu'on est quand même aussi, des fois, dans ces réalités-là. Si tu veux quelque chose qui est 100% fait au Québec, des fois, c'est sûr que ça coûte plus cher que si tu avais fabriqué ça ailleurs. Mais on en est fiers. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Non, c'est sûr. Et moi, personnellement, j'ai énormément d'éloges à faire à propos de vos valeurs et comment vous l'approchez. Et justement, la question que je vais vous poser, c'est le storytelling. Donc, évidemment, c'est beau d'avoir ces valeurs-là et de le présenter à travers Boreali, des produits de qualité, évidemment. Mais évidemment, il faut aussi convaincre le public pour dire « Hey, il faut que tu crois à mes valeurs, etc. Donc, c'est comment votre approche à véhiculer le cœur même de Boreali? Tu sais, là, on est tout frais, donc on a encore du travail à faire, clairement. Mais je pense qu'il faut accepter de ralentir aussi. Puis souvent, quand on monte une entreprise, on nous dit c'est comme go, let's go, des campagnes de publicité, puis des trucs. Puis il y a un temps pour tout. Et nous, en lançant en pleine pandémie, début des vacances et tout, clairement, l'été, c'était plus tranquille. Et donc là, on s'est ajusté pour que septembre à décembre, ce soit plus vivant. Mais... Attends, j'avais un truc plus ou moins cool à te dire et il vient de m'échapper. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est ça, comment on s'y prend, on y croit, puis tranquillement, on prend des ambassadeurs qui nous ressemblent aussi. On a fait une campagne avec certains influenceurs. Ah, cool. Là, je les ai choisis sur le volet parce que je voulais que ce soit des gens qui sont fiers d'être québécois, qui sont fiers de parler d'autres projets québécois, qui sont responsables aussi. Et que j'allais pas parler à des femmes qui voyagent à outrance ou donc on y est allé et puis je les respecte totalement, mais c'était juste que nous c'était pas notre cible, donc c'est des choix en fait, c'est comme ça que tu les incarnes. Mais vous avez quand même eu la chance d'exprimer votre storytelling à travers votre récent passage chez les Dragons, chez l'Axe du Dragon, donc décrivez-moi. En fait, c'est sûr certain que pour ceux qui ne l'ont pas regardé, on vous suggère fortement parce que ça aura été à mon avis un très beau pitch que vous avez fait. Merci. Évidemment, ça n'a pas eu le résultat escompté, mais quel a été un peu ton apprentissage et ton expérience et aussi surtout la résilience que tu as dû montrer, parce que c'est sûr que ça n'a pas été le dream que beaucoup de personnes pensent que c'est là. Non, mais écoute, les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année, je pense. Parce que j'ai vraiment appliqué sur un coin de canapé en octobre 2019, fait que l'année dernière. Je dis, tiens, viens voir ce que ça prend pour appliquer aux dragons. J'ai complété le petit formulaire, puis là, formulaire envoyé, merci. Tu dis, ok, c'est tout. Puis après, t'as un appel. Puis finalement, lors de l'appel, elle te dit, je voudrais vous voir en audition. Et là, on va en audition en novembre. Et on n'a pas nos produits, on n'a pas nos packaging, on n'a pas notre nouveau logo, nouvelle image de marque vient d'être à peine terminée. Je rush mes équipes pour avoir un semblant de présentation. J'arrive avec des pots vides à l'audition. J'arrive avec des échantillons dans des pots en plastique que le labo m'a fait in extremis pour qu'un minimum, ils puissent se mettre ça sur la main. Je rush mon équipe de design pour qu'ils m'impriment des trucs. J'arrive avec des chevalets à $10 de chez Bureau en gros pour poser mon setup dessus. Oh, wow. Et là, on dit, on y va comme ça, puis on va avoir l'air super sérieux, même avec notre setup d'enfant de première année, mais go, quoi. Et ça a passé. On nous a appelé avant Noël, on nous a dit, on aimerait que vous enregistriez l'émission au mois de février. Oh. Donc, tu sais, là, on s'est dit, ah ouais, ok, là, on peut pas avoir l'air de guignol, par exemple, fait qu'il faut rusher tout le monde. Donc, moi, je quittais ma job à ce moment-là, donc j'ai dit, c'est parfait, c'est mon premier gros mandat Boreali, je travaille fort pour que ça atterrisse. Donc, on a rushé tout le monde, on a réussi à atterrir. L'expérience en soi, on a été prêts, genre, la veille à minuit. C'était un samedi matin de février, le tournage, et c'est impressionnant parce que c'est un show télé. Je pense que les entrepreneurs qui y passent ou qui veulent y passer ne doivent pas l'oublier. C'est-à-dire que t'as beau être brillant, t'as beau être très nul, tu sais pas, ça reste que c'est une équipe de prod qui va décider de ton sort en arrière, que tu aies un deal ou non. Mais une fois que t'as ça, nous on a dit, tu sais quoi, on va jouer la game c'est un show télé, on va faire le show. Et il n'y a pas de problème, on va se mettre dans l'ambiance et tout. Donc, c'est très stressant le matin même, quand tu es rendu derrière le décor et qu'il y a un énorme décompte qui te dit tu y vas dans 10, tu y vas dans 8, tu y vas dans 5. Et que là, tu dois descendre les fameux escaliers qu'on voit à chaque début de séquence que tu n'as jamais eu le droit de descendre avant. Donc, c'était comme, oh merde, faut vraiment que c'est pas le moment que je me loupe, là. Mais c'est une expérience juste à titre d'entrepreneur. Nous, dans notre préparation, ça a été décisif parce qu'on a pitché Boreali à nos différentes équipes pour nous préparer
d'une manière très coriace. On l'a travaillé pour que notre pitch soit parfait. Là, nous, on passe 4 minutes, même pas, parce qu'on n'a pas de deal, mais l'échange a duré genre 35-40 minutes. Mais on était solide. Puis je pense que d'y aller, en fait, en étant préparé, que t'aies pas de deal ou que t'en aies un, vas-y pour avoir l'air professionnel à la télé. Genre, c'est juste ça la mission que tu dois te donner. Va pas chercher de l'argent à la limite, si je veux juste dire un truc. Va même pas chercher l'argent, va juste chercher que quand on est cette entreprise-là en tête, on se dit, ouais, eux, ils sont quand même pros, tu sais. Puis les caméras, tu les vois pas tant. Finalement, ils sont quand même super gentils. Donc, mais après, l'expérience en soi... tu sais, avec les dragons, moi, je reste sur ma faim parce que je pense que Après, c'est samedi matin, 7h, ils en ont vu déjà beaucoup plus. Ouais. Mais moi, je suis pas sûre d'avoir aimé mon échange avec eux. Parce que je trouve que en très peu de temps, tu te fais vite poser des questions qui sont très stéréotypées ah oui, mais là, il faut de l'argent. Ah oui, mais là, il faut de l'argent. Ah, non, faut de l'argent. La compétition, je pense il y a de la compétition, mais il y a de la compétition. Ah oui, d'accord, mais en fait, si j'étais Bill Gates et que j'avais inventé le prochain nouveau truc qui va révolutionner le monde informatique, je serais pas devant vous. Hein, donc, je trouve qu'on base trop l'innovation sur une innovation de produit et pas sur une innovation d'approche. Et ça, ça me déçoit beaucoup, en fait, qu'on n'ait pas envie de dire mais toi ton angle de vue c'est intéressant comment tu l'as pris, puis ok, mais ils sont pas là pour ça probablement parce que c'est un show télé, donc faut y aller. Tous ceux à qui ça trotte dans la tête, appliquez, foncez, allez-y, on en ressort grandi, on shake un peu de tout son long quand même, mais c'est bien pour ça. Mais après, pour l'expérience dragon, je pense qu'il faut y aller bien simplement. Puis au final, tu as quand même eu une relation qui s'est développée un petit peu avec une des dragonnes invitées ce jour-là. Est-ce que tu dirais que ça a quand même porté fruit un petit peu? Moi, je pense que oui, parce que j'étais très heureuse qu'on puisse échanger après l'émission avec cette femme-là. Est-ce qu'on peut juste dire ça qui Oui, on a échangé avec Danielle Dano, on était dans l'épisode du 3 juin, donc elle est la fondatrice de Cardio Plein Air. Ok, cool. Et qui avait un beau projet pour l'été, mais pandémie oblige, tout ça était sur la glace et tout, mais... une femme très bienveillante, et j'étais persuadée que elle m'appelait pas pour la forme là, et que vraiment ça aurait pu donner fruit à quelque chose, mais ça sera partie remise complètement, j'ai pas de doute là-dessus. Puis si elle me fait pas signe, ce que je comprendrais, c'est moi qui vais aller lui faire coucou. Donc, je pense que si on tire quelque chose de ça, c'est que c'est pas non plus concentré sur l'argent, mais plus sur l'expérience, puis peut-être les relations qu'on peut développer à travers comme, ça peut être l'œil du dragon, mais ça peut être d'autres opportunité de pitch puis de... Mais c'est sûr, c'est très une approche très nord-américaine, les chiffres, les ventes, la marge, etc. Mais je pense que surtout maintenant qu'il y a un virage entrepreneurial, que c'est plus... Oui, on va pas se cacher, c'est encore le point le plus important, c'est combien d'argent tu fais, mais c'est aussi l'approche humaine. C'est l'approche humaine qui compte plus, et je pense que tu l'as dit au début, mais tu as comme une approche long terme, tu penses aux 10 prochaines années, et c'est sûr que quand on se passe au dragon, tu dis, ouais, on fait pas beaucoup d'argent, mais un jour, une fois, on va faire de l'argent, à cause qu'on a belle valeur, etc. Mais je pense que c'est un choc, la scène des affaires québécoises, que c'est un milieu très inspiré de la scène nord-américaine, mais aussi québécois, puis même aussi européen, donc c'est très difficile un peu de faire un melting pot. C'est clair. Puis tu vois, pour finir la joke, c'est que nous, on a lancé Boréali le jour de la diffusion, donc le 3 juin, c'est-à-dire que quand on est allé présenter, qu'ils nous ont questionné sur les chiffres, on leur parlait de nos hypothèses de vente parce qu'on n'avait pas vendu encore. Puis quand la prod nous a appelés en disant « Bon, Boréali, vous serez dans l'épisode du 3 juin », on a décidé d'en faire notre date de lancement. Oh, wow. Donc on est sorti out of nowhere, au grand écran. Puis tu sais, moi j'étais déçue parce que ça s'est pas traduit par 600 millions de ventes le soir même. Mais mon équipe était comme « Non mais Claire, tu es la première entreprise qui a lancé son entreprise sur les chaînes de Radio-Canada. Genre sois fière de ça parce que... » Mais nous, ça a été une... Tu sais, on parlait de culot et on parlait d'audace. Franchement, je pense que ça nous détermine pas mal comme qualificatif. Vraiment. Allons-y, puis au pire, on sera pas diffusé, puis c'est pas grave. Puis, dans le fond, je pense que ça m'amène au dernier segment, qui est du pain sur la planche. Tu me parles d'audace, tu me parles de vous n'avez pas peur de foncer. C'est quoi la prochaine étape? C'est vers quoi vous foncez dans les prochaines années? Puis aussi, si tu peux me parler un peu de... Tu crois que l'entrepreneur québécois fonce vers quoi ou il devrait foncer vers quoi lui aussi? Bien humblement. On s'en va où, nous? On s'en va... on est tout jeune, tout frais, donc on s'en va vers consolider nos acquis quand même, parce qu'on est tout frais et on est quand même, c'est ça, dans une industrie
ligue majeure, là, donc on y va tranquillement, mais on va développer notre gamme, mais encore là, on a une conception très intérieure et extérieure de la beauté, donc je développerai jamais 600 produits, on va aller travailler plutôt avec des métiers qu'on trouve complémentaires à la beauté des femmes et des hommes, donc on va aller travailler avec des gens qui font du sport, qui font de la nutrition, qui font... même tout ce qui est d'hypnose et santé mentale aussi, ça nous intéresse beaucoup. Donc, on veut vraiment comme agglomérer toutes ces expertises-là pour que la beauté de demain au Québec soit un peu plus... si tu manges un pot de Nutella mais que tu as un pot de crème à $200, ça se peut que tu aies encore de l'acné. Il faut juste comme aligner tout ça puis qu'on se sente un peu plus équilibré. Donc, on est vraiment dans une perspective de développement, de beauté équilibrée et extérieure aussi, à juste simplement des produits. Et puis, forcément, le fleuve Saint-Laurent, nous, on l'a à cœur. Hein. On a déjà fait une première opération. On a versé un pourcentage de nos ventes à l'organisme d'où est venue l'idée. Donc, on a versé un pourcentage de nos ventes au mois de juin au phare où le déclic avait eu lieu parce que pour nous, ça faisait du sens. Donc, on veut continuer à travailler sur sa préservation, sa mise en valeur. Puis, on veut être progressivement identifié comme des acteurs modernes de cette ressource naturelle-là pour la défendre, parce que de mes premiers constats, c'est rare les personnes de moins de 30 ans qui s'intéressent au fleuve Saint-Laurent avec une conviction de le protéger. Mais c'est parfait, ça nous prend des expertises d'ailleurs, d'autres âges, d'autres générations, mais comment les jeunes générations on arrive à la rallier à prenons soin de notre cours d'eau, qui en fait est vital au Québec. Ça, c'est un peu notre ambition. Donc, on a une idée à la seconde, mais ça va bien aller. Mais il y a un cachet très philanthropique que vous désirez développer, ce que je peux comprendre. Oui, aussi. Des fois, on se dit, est-ce qu'on développe un spa? Mais en même temps, on ne veut pas développer des choses futiles non plus. Donc, oui, la philanthropie pour aider les autres, ça, c'est évident. Je pense que ça nous définit depuis le jour 1. Mais après, la forme concrète de Boreali dans 5 ans, je ne sais pas, mais je fais beaucoup confiance aux opportunités qui se présentent. Bien sûr. Et je sais qu'il y en a qui vont se pointer, donc je ne m'inquiète pas. Mm-hmm. Et puis, pour où c'est qu'on s'en va, où on devrait aller, c'est une méchante bonne question. Je crois qu'on est quand même sur la bonne voie, il faut le dire. Franchement, l'entrepreneuriat québécois, l'écosystème n'a rien à envier à d'autres pays. Je pense que franchement, il est solide. Et ça, il faut le reconnaître aussi avant d'aller lui dire « Mais ça serait peut-être bien que tu fasses un peu de ça. » Je pense que ça, c'est très bien. Je pense, et moi, mon vœu pieux, c'est que peut-être un jour, on arrête de nous demander systématiquement des prévisions financières et des plans d'affaires et qu'on y aille avec une diversité. Mais ça, je pense que de plus en plus, il y a plein d'organismes aux entreprendre, Fondation Montréal Inc. et tout, qui vont chercher à la fois des femmes puis des gens issus de l'immigration. Donc, ça, je pense que ça va se développer puis que c'est pas grave que ça soit encore préliminaire. Mais c'est juste de la souplesse dans ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut appliquer à 50 000 bourses, mais c'est jamais la même chose qu'on nous demande. Un plan d'affaires, c'est fastidieux. Et je comprends qu'il faut mettre ses idées au clair et les présenter, mais je trouve que de juger un entrepreneur juste sur un 25, 30, 12 pages, c'est pas vrai qu'ils ont tous la capacité de rédaction. Et je pense qu'il faut des fois renouveler notre façon de présenter nos entrepreneurs. Faites-les venir d'abord, faites-les parler, puis après, regardez le papier à la limite. Mais il y a des fois, je pense, des trop belles opportunités qui se perdent ou qui sont découragées parce qu'on n'a pas vu l'humain qui était derrière. Et moi, c'est ma valeur de cœur et je crois qu'il faut qu'on mise sur les humains avant de miser que sur les idées. Donc, si on peut offrir plus de tribunes aux entrepreneurs, tu dirais que ce serait quand même... Mais ouais, il faut. Ouais. Puis en même temps, il faut aussi aller activer les petites fibres entrepreneuriales cachées. Là. Il y en a plein qui pensent que « Mais non, je ne serais pas capable ». Mais moi, si j'ai un message pour tout le monde, là, c'est tous capables. Là, en fait, si moi j'ai été, je ne suis pas meilleure qu'une autre. Là, fait que foncez, mais entourez-vous. Mais je pense qu'il y a des matières vives à aller à réveiller un petit peu. Là, donc, mais c'est aussi, je pense, que c'est de prendre conscience. Exemple, je reviens sur le sujet qu'on a parlé. Des entrepreneurs, exemple, qui ne sont pas à Montréal, mais qui ont pas une grande plateforme, mais ils ont une idée incroyable qui mérite d'être de l'avant. Et je pense que le fait qu'on soit de plus en plus conscient, à juste être curieux, à dire « OK, mais c'est quoi la réalité à être entrepreneur, exemple, en Beauce? OK, mais c'est quoi les entrepreneurs en Beauce? Qu'est-ce qu'ils font exactement? » Mais je pense que si on prend conscience et on se remet
continuellement en question, ça va juste créer des meilleurs entrepreneurs pour l'avenir. Et je pense qu'on a définitivement les ressources, notamment avec la chambre de commerce, les incubateurs, accélérateurs, etc. Donc, je partage extrêmement ton opinion. Je pense que ça va être très intéressant à voir ça. Avec le Covid, on a quand même fait beaucoup de choses virtuelles. Et je pense qu'on peut enfin dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas être qu'à Montréal, pour rebondir sur ce que tu dis sur la région. Je sais pas, dématérialisons un incubateur, dématérialisons un programme de subvention où il faut être présent une fois par semaine. Non, ça peut se passer maintenant de Montréal à la région, je crois, et j'espère que tous les organismes vont se retourner pour dire, tu sais quoi, moi j'ai goût qu'il y ait 25% de mes entrepreneurs qui ne soient pas montréalais, puis je vais aller en chercher un en Côte-Nord, en Laurentides ou n'importe où, là, mais je crois que maintenant on a les moyens. Le Covid nous a montré qu'on était capable de continuer, donc c'est pas vrai qu'un incubateur, faudrait que ce soit... de la présentielle pendant 3 heures de temps, ce qui est génial, ce qui est parfait. Mais puisqu'on me demande qu'est-ce qui pourrait être fait de plus, je pense qu'on pourrait y aller sur l'accessibilité, mais géographique. Ça, on parlait de diversité. Je pense qu'il n'en manque pas à travers les régions aussi. Pas juste Montréal, donc une diversité de là où les gens viennent à travers le Québec. Qui, certains endroits sont tellement différents de Montréal aussi. C'est intéressant d'avoir leur perspective. Ici, la diversité est là. Il faut juste le mettre de l'avant. Ouais, exact. Aussi simple que ça. Ben, good. Ben, regarde, là, on te laisse, tu peux regarder la caméra. Tu as ton 30 secondes de gloire. Dis-nous où on peut suivre Boreali, où on peut acheter les produits. Je sais pas si la caméra peut voir, mais c'est le concept, le design et aussi la qualité, que ce que j'ai pu comprendre, des top-notch. Et ça, c'est une énorme félicitation pour ta part. Merci. Donc, vas-y, regarde la caméra et dis à l'auditoire où on peut te suivre. Eh bien, Boreali, nous, on est accessible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, boreali.co, parce qu'on fait partie de ces jeunes startups qui n'ont pas payé le .com, donc .co, y compris sur notre site internet, on est très présent. Écrivez-moi, c'est encore moi derrière les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir de vous répondre n'importe quelle question, et merci de m'avoir reçu, c'est juste parfait. À toi d'être venu. C'est la moindre des choses, et aussi, attendez-vous à ce que durant notre campagne de promotion du podcast, on va définitivement de l'avant Boreali, il y aura souvent des petites surprises cachées pour l'auditoire. Donc, ça sera très intéressant. Sur ce, Louis, où on peut suivre Né pour un gros pain? On peut nous trouver sur toutes les grandes plateformes de streaming audio, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et iTunes. Mais sinon, on est aussi visuel. Donc, il y en a peut-être qui nous regardent déjà, mais il y en a peut-être qui voudraient découvrir nos jolis visages à tous ici. Donc, c'est là que je comprends qu'il y a des gens qui vont pouvoir me voir. Donc, YouTube, Facebook, Instagram, vous allez pouvoir nous découvrir. Et notre site, Né pour un gros pain, nous, on est .ca, donc népourungrospain.ca. On est Canadiens. Et aussi, un truc aussi important, c'est qu'évidemment, on désire que si vous avez aussi du feedback, aussi même si vous avez des questions directement à Claire par rapport à un sujet ou la réalité qu'elle vit, ne soyez pas gênés aussi de nous envoyer des courriels, nous poser des questions, parce que qui sait, peut-être que Claire pourra directement répondre à votre question. Donc, l'avenir réservera le tout. Sinon, parlez-en évidemment à vos collègues de travail, à vos membres de famille, vos amis, etc. Parce qu'évidemment, on veut grandir à la fois les entrepreneurs qui sont à la plateforme aussi, mais aussi juste la vague entrepreneuriale québécoise. C'est à travers vous qu'elle permet de grandir, donc n'hésitez pas à partager le tout. Puis on veut que la conversation continue après l'épisode, donc on ouvre la conversation à tous. Puis, venez débattre avec nous si on a dit des énormités qui vous ont choqué. Ça va me faire plaisir. Parfait. Donc, sur ce, faites en sorte justement que vous écoutez le podcast, que vous en parlez, et on va vous revenir dans 2 semaines. Et encore une fois, un énorme merci Claire d'avoir pris le temps pour participer à ce podcast. Je suis privilégiée, merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Alors, sur ce, énorme merci et on se revoit au prochain épisode. À bientôt. Merci 1000 fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.